Bonjour à tous, On refait le Mac a besoin de vous. Cela fait maintenant près de 9 ans que j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Que de chemin parcouru depuis le tout premier épisode. 300 numéros tournés, On refait le Mac a été le premier podcast vidéo à commenter et retransmettre en direct une keynote d'Apple. Nous avons le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités de la tech et des médias, ce qui a été une formidable reconnaissance pour On refait le Mac. Semaine après semaine, j'ai rassemblé une équipe comptant en plus de nos chroniqueurs habituels un réalisateur, un assistant réal, un ingénieur du son, un directeur photo, 2 community managers, un social media manager, sans oublier nos développeurs pour l'application mobile et le site internet. Et bien sûr, nous avons monté notre studio pour réaliser chaque semaine On refait le Mac. Plus qu'une émission sur la tech, nous avons construit un véritable média à part entière. Mon leitmotiv n'a jamais été de faire de Refait le Mac un business, mais tout simplement de produire un débat en vidéo qui parle de tech et d'Apple en particulier, et jamais je n'aurais imaginé qu'il rencontre un tel succès, et c'est grâce à vous. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'émission. ORLM n'appartient à aucun groupe de presse, et pour que l'aventure continue, nous devons grandir, nous professionnaliser encore, tout en demeurant indépendants. Je souhaite à présent aller encore plus loin en lançant de nouvelles émissions, en tournant des interviews exclusives avec de grands noms de la tech et en produisant des documentaires de qualité. Pour cela, nous devons acquérir du matériel professionnel et rééquiper notre studio, investir dans l'ensemble des outils indispensables pour créer une véritable chaîne de la tech et bien sûr rémunérer ceux qui produisent On refait le Mac chaque semaine et dont la plupart sont des bénévoles. Aussi, On refait le Mac a besoin de vous. Vous aimez nous regarder, vous souhaitez nous encourager, vous pouvez nous soutenir en versant la somme de votre choix. À vous de choisir ce que vaut vraiment On refait le Mac. Pour remercier nos donateurs, leurs noms s'inscriront au générique de fin de l'émission. Vous pourrez également nous rejoindre en plateau pour suivre les coulisses des enregistrements, suivre également la captation de nos lives en public et même devenir chroniqueur pour participer à nos débats et pourquoi pas déjeuner avec nous. Alors, n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous pour devenir une web TV indépendante et le média tech de référence que vous avez plaisir à retrouver chaque semaine. Et n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous. Apple a-t-elle perdu son mojo? Vente en baisse de l'iPhone, politique tarifaire élitiste, polémique à répétition, la firme à la pomme est à la peine en ce début d'année. Alors comment rebondir? Quel nouveau marché va-t-elle attaquer pour booster sa croissance? Va-t-elle croquer Nintendo? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42 l'école qui forme les futurs talents de la tech. Un grand merci à vous tous qui soutenez On refait le Mac. Vous êtes déjà plus de 250 à contribuer à notre campagne de financement participatif sur Ulule. Grâce à vous, nous allons pouvoir acquérir de nouvelles caméras pour notre studio. Nous sommes plus très loin de dépasser les 200% de notre objectif pour cette fois investir dans une caméra de reportage. Alors, on y croit, il reste encore une semaine pour participer à notre crowdfunding sur Ulule. Et encore, merci à tous en plateau, avec comme chroniqueur cette semaine, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bon alors, tu t'es entraîné avec ta Nintendo parce qu'on va parler de Nintendo cette semaine. Je me suis entraîné, j'ai réussi à toucher une console de jeu pendant plus de 5 minutes pour préparer l'émission. Bon, ça tombe bien. En duplex, un amoureux de la pomme et de Nintendo. Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, et le thème de cette émission arrive à point parce que tu sais, moi j'achète des produits Apple pour faire le vieux beau très cool auprès de mes filles. Et là, comme tu peux le voir, j'ai acheté la nouvelle coque de chez Apple, tu sais, l'extension batterie. Et je me fais moquer par tout le monde tellement c'est moche. Avec la bosse. Touchez Ça ma fait bosse, partie monseigneur. du sujet. Ouais. Bon, à côté de ça, c'est un produit qui est très fonctionnel et qui fait le job, mais c'est pas beau. C'est pas beau, comme quoi, tu vois, il y a... On Fallait va pas parler, rester. quels sont les relais de croissance, les accessoires, c'en est un, mais en tout cas, il faut que ça soit beau, c'est l'ADN d'Apple. En duplex, un autre historique de cette émission et fan également de Nintendo, Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Comment ça va? C'est bien toi? C'est bien le Cédric écoute, Ingrand de LCI? Mais pourquoi La je fais un seul suffit, tu sais, je Ouais. pense qu'au-delà, ce serait très difficile à gérer. Fan de Nintendo, oui, je m'aperçois qu'en fait, la machine de jeu sur laquelle je joue le plus souvent, c'est vraiment une Switch aujourd'hui. En duplex, une journaliste du Figaro spécialisée dans les nouvelles technologies, Elsa Bambaron. Bonjour Elsa. Bonjour, Ça va? ça va.
Bon, non, bon, d'accord. Non, je dis plus rien maintenant. Bon, Duplex, un spécialiste du monde des jeux vidéo, il connaît par cœur l'univers de Nintendo et sa culture, bien sûr. Julien Chiez, bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Julien, on te retrouve Plaisir d'être là. sur ta chaîne YouTube qui cartonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Tu fais combien de vidéos par semaine? Tu n'arrêtes pas? Je compte pas, mais vous savez, c'est un peu comme toutes les personnes que je vois ici. Moi, c'est une chaîne d'actualité du jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses à décrypter en ce moment. Il y a beaucoup d'actualités, donc forcément, il y a pas mal de contenu. Bon, on retrouvera dans quelques instants Didier Poulicani Forever qui va nous rejoindre, qui est un petit peu en retard, donc il va se connecter en cours d'émission. Et pour conclure, notre community manager Virgile Perron. Bonjour Virgile. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien Virgile? Très bien et toi? Ah, tu t'es laissé pousser une petite barbichette, c'est bien, ça vieillit un petit peu. Ouais, ça fait un petit style, ouais. Allez, on enchaîne avec toi avec le sondage de la semaine. Apple va-t-elle racheter Nintendo? Le sondage de la semaine, quel est le sondage? Quelle est la question qu'on a posée cette semaine, Virgile, sur les réseaux sociaux? Alors, cette semaine, on a demandé si vous pensiez que Apple allait racheter Nintendo. Et par majorité, vous avez répondu non à 87%. Et oui à 13%. Donc, il y a pas mal de gens qui ont participé, je crois autour de 250 personnes. Alors, rappel des faits, l'hebdomadaire financier américain Barron's a publié une note dans laquelle il considère qu'Apple, suite au ralentissement des ventes d'iPhone, aurait tout intérêt à acheter Nintendo. Alors pourquoi? Je cite, Apple a besoin d'un nouveau défi et vite. C'est vrai que c'est une publication qui fait écho aux déclarations récentes de Tim Cook sur CNBC qui enquête de nouveaux relais de croissance et reste à l'affût, je cite, de toutes les bonnes opportunités. Avec près de 200 milliards de dollars sur son compte en banque, le patron d'Apple a de quoi faire et il pourrait se payer ou presque le géant japonais, que dis-je le géant, l'icône des jeux vidéo, mon cher Julien, qui a rencontré une forte croissance ces dernières années avec notamment la Switch, Julien. Moi, je suis assez d'accord avec le résultat de ton sondage. Est-ce que Apple va acheter? Est-ce que Nintendo va accepter potentiellement de te faire acheter si une telle offre venait à arriver? Parce que en vérité, je pense que c'est pas une question d'argent. Apple a les moyens totalement de dévorer Nintendo. Mais en revanche, à part passer par une OPA, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit dans la culture d'une entreprise qui est quand même centenaire aujourd'hui, qui est Nintendo, qui a été une entreprise extrêmement flexible. Aujourd'hui, on la connaît pour le jeu vidéo, mais enfin, elle a fait beaucoup d'autres choses par le passé. Et le président de Nintendo a très récemment souligné qu'à l'avenir, il ne serait pas obligatoirement concentré sur les consoles. Donc, tout est possible. Je trouve que l'analyse de Barron's, en tout cas, elle est légitime, intéressante. Elle touche des points factuellement très crédibles. Après, c'est un conseil économique. Oui, en tout cas, Nintendo marche très bien, tu l'as dit. 2 millions de Switch vendus en France, près de 40 millions dans le monde, 9,6 milliards de trésorerie, donc ils n'ont pas besoin d'argent. Monsieur X. Oui, moi je reprends ce qu'a dit Julien et je voulais en fait t'interrompre Olivier sur ton point de départ et l'article que tu citais. Moi je pense que la fumée de départ ces dernières semaines, c'est pas tant l'article de cette analyse que les déclarations du patron de Nintendo qui a fait pleurer les fans de Nintendo comme moi, en déclarant que peut-être que le hardware, donc nous on pense aux consoles évidemment, aux successeurs de la Switch, n'était peut-être pas le futur monolithique que Nintendo se souhaitait. Ça c'est le premier indice, à mon avis c'est ça qui a allumé le feu. Et puis la deuxième chose qui va rallumer le feu, c'est ce qu'on attend tous, les gens comme moi, la sortie, on va en parler je pense, de Mario Kart Tour, donc la première licence de Mario Kart sur iOS, que Nintendo nous promet depuis un an en mars. Ces deux événements, cette sortie produit chez Nintendo, leur titre phare sur iOS, et le patron de Nintendo qui a un petit peu des bleus à l'âme en disant le hardware c'est compliqué, qui peut-être laisse la place et fait que des analystes imaginent des futurs possibles pour Apple et Nintendo ensemble. C'est leur boulot aux analystes. Est-ce que vous imaginez peut-être avec Elsa et Cédric que effectivement la Nintendo Switch soit la dernière console potentiellement de la marque japonaise? Elsa. C'est pas forcément la dernière console, mais ce qu'on voit à la fois chez Nintendo et chez Apple, c'est un discours qui converge. Bon, ça veut pas dire qu'ils vont faire la même chose et qu'ils vont se marier. Moi, je pense que c'est pas
c'est un scénario qui fait fantasmer les banquiers d'affaires, pas forcément les industriels. Mais l'idée, c'est de dire le hardware, ça fait plus recette. On voit que Apple va plus publier les ventes d'iPhone et que Tim Cook répète à chaque conférence depuis à peu près 2 ans, à chaque présentation de résultats pour être précise, que l'avenir d'Apple, ce sont les services et plus tellement les ventes de devices. Donc on est là-dessus. On va vers du service, que ça soit de la vente de contenu, de vidéos, de jeux vidéo, de ce qu'on veut, quoi. C'est un changement de business model assez profond. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va suffire à maintenir les profits à leur niveau actuel? C'est encore une autre histoire. Cédric, on voit que quelque part, ce serait aussi assez complémentaire les activités Nintendo avec Apple pour reprendre la théorie de cette rumeur, de cette proposition plus qu'une rumeur. On sait qu'Apple n'a jamais percé à titre individuel sur le marché des consoles. L'iPhone s'est bien vendu, l'iPod Touch, l'iPad, c'est une console quelque part dérivée, mais ne s'est jamais investi en tant qu'une marque de jeux vidéo, Cédric. C'est compliqué parce qu'évidemment, ça arriverait un peu à contre-temps au moment, et vous le disiez bien, où on se pose la question de la viabilité, de l'idée même de la console. Moi, c'est une question que j'avais posée au patron de PlayStation juste avant la sortie de la PS4, en disant... En fait, c'est peut-être la dernière console que vous allez sortir, parce qu'évidemment, la puissance de la console telle qu'elle est aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera un truc parfaitement trivial, et dans moins de 10 ans, ce sera un truc qui sera à peu près la puissance du téléviseur que le joueur aura devant lui. Donc, c'est tentant de sortir du hardware, parce que le hardware, c'est compliqué, il faut le fabriquer, il faut le distribuer, etc. Alors que c'est tellement plus facile, entre guillemets, de faire du software et de le vendre dans des stores. Mais du coup, où serait la valeur ajoutée pour Apple de se lancer là-dedans, et puis surtout de racheter quand même une entreprise à la culture immensément différente, et pas seulement parce qu'elle est japonaise. Bon, d'abord parce qu'elle est japonaise, parce que Nintendo, tout ce qui est hors du Japon n'est que de la distribution quand même dans l'ensemble, il se passe pas grand-chose. Puis en ce moment, les gens ne veulent pas aller au Japon, ils ont peur de finir en prison, les Justement. Alors, justement, donc c'est pas gagné. Je suis d'accord avec Elsa sur le fait que, bon, je pense que c'est plus des banquiers d'affaires qui se tirent sur la nouille en disant, t'imagines, s'ils arabes... on nous l'a fait tous les ans en disant, mais et si Apple rachetait Netflix, Tesla, Uber, et il pourrait avec 200 milliards de dollars, hein, il pourrait se payer. Oui, mais c'est pas parce que tu peux que ça en fait quelque chose de désirable ou même une bonne idée. Ouais. Alors, aujourd'hui, je pense quand même qu'Apple veut vraiment prendre une place plus importante dans le jeu vidéo. Je trouve qu'il suffit de regarder un petit peu les revenus générés sur l'App Store par le jeu vidéo. C'est au sommet de tout ce qu'ils peuvent faire. Il suffit de regarder leurs conférences et de voir qu'il n'y en a pas une seule dans laquelle il n'y a pas un segment plutôt long dédié aux jeux vidéo. On se rappelle quand même que Shigeru Miyamoto, qui est plutôt avare de déplacement, hormis une communication officielle de Nintendo, était monté sur scène à côté de Tim Cook pour présenter l'arrivée du premier Mario sur iOS, et c'était déjà un séisme à l'époque. C'est un marché de jeux vidéo qui est en croissance délirante. On parle quand même de plus de 170 milliards d'ici 2021. Et en face, il faut quand même voir que les principaux concurrents d'Apple, Microsoft, Google, Amazon, qui sont désormais passés devant en termes de valorisation boursière, devant Apple après son rush incroyable d'il y a quelques mois, mais depuis ça a quand même beaucoup baissé, eh bien eux ont très clairement signifié qu'ils allaient aller dans les services de jeux vidéo. Google a officialisé le cloud gaming avec son projet. Microsoft, c'est pareil, un service de cloud gaming. Amazon, on le sait, va y aller avec un service Prime. Verizon va y aller. On voit que Netflix est de plus en plus en train de mélanger séries et jeux vidéo. On l'a vu avec Bandersnatch, c'est un premier essai, mais le patron a souligné que c'était l'un des avenirs vraiment de Netflix. Et je pense qu'il va avoir des choses intéressantes sur le sujet dans les mois à venir. Donc, je veux dire, Apple a aujourd'hui un positionnement extrêmement intéressant parce qu'avec son nombre d'appareils iOS, c'est phénoménal, mais il leur manque les contenus personnels. Il faut que distribuer. Je vais faire comme Olivier. On reviendra en plateau avec aux spécialistes. Avec Stéphane. Est-ce que dans ce cas-là, Apple n'aurait pas intérêt à racheter un studio, un éditeur de jeux vidéo, tout simplement? Ubisoft, un Activision. Ubisoft s'est débarrassé de Bolloré. Ils peuvent peut-être parler à Tim Cook, je sais pas moi. Moi, je suis intimement persuadé que vous avez complètement raison. C'est Barron's qui dit que Apple devrait, mais c'est plus un conseil qu'un ordre, évidemment, acheter Nintendo parce que effectivement, je veux dire. La concordance
Il y a beaucoup de valeurs qui sont quand même partagées. Alors après, il y en a des essentiels sur lesquels peut-être qu'ils seraient en divergence. Économiquement, il y a beaucoup de sens. Les deux sociétés sont des sociétés extrêmement saines, qui ont cette culture de mettre en cash de l'argent en banque pour pouvoir avoir de la trésorerie, faire des acquisitions et autres. Cela dit, je pense que ça risque d'être complexe. Ne serait-ce que pour ce qu'on vient de dire, les entreprises japonaises sont quand même très indépendantes et sont peu solubles avec un écosystème occidental. On peut le constater dernièrement. En revanche, qu'Apple aille chercher du côté, on va dire, américain ou européen des sociétés pour les absorber ou en prendre certains talents, moi je peux vous dire que ça fait des années maintenant que j'apprends que Apple est en train de fourbir ses armes pour être un acteur majeur du jeu vidéo et propose des offres extrêmement alléchantes à des pontes du jeu vidéo de studios extrêmement renommés depuis maintenant au moins 3 ans. On sait qu'ils sont en train de travailler quand même aussi, en tout cas à l'état prototypal. Après, est-ce que ça sortira ou pas? Vous savez encore mieux que moi que tout ça, ça peut changer. Mais sur de la réalité virtuelle et augmentée, donc des masques, qu'on sait qu'aujourd'hui, les applications centrales là-dedans, c'est quand même le jeu vidéo. On voit que l'une des refontes principales qu'ils ont faites, c'est au niveau du store, de l'App Store, c'est sur la plateforme du gaming, où ils font de la curation maintenant, tellement il y a de jeux et qu'il faut mettre en avant des petites pépites indépendantes qui, sinon, n'ont pas de visibilité et qui, pourtant, sont vraiment géniales. On voit aussi avec les coups de boutoir qui lui sont portés par Netflix, et je pense que ça va faire un effet domino, que beaucoup ne veulent plus payer maintenant les 30% à l'App Store. Tu as raison. Du côté du jeu vidéo, c'est en train de bouger très fortement avec Epic, donc les pairs de Fortnite, qui est le phénomène qui fait même dire à Netflix que leur concurrent, c'est pas Disney Plus demain ou Amazon Prime, etc., mais Fortnite. Et donc, la fortune que Fortnite est en train de générer donne les coups des franches à la société et l'éditeur Epic, qui a lancé l'Epic Game Store pour être une alternative concrète et forte à Valve, avec Steam, qui, jusqu'à présent, était le monopole absolu dans le jeu vidéo. Et la contestation initiale, c'est ces fameux 30%. Donc Apple, je pense, comprend très bien qu'à terme, beaucoup vont pouvoir squeezer les App Store, etc. Et que là où on se fera de l'argent, c'est sur ces exclusivités. C'est ce que fait Netflix en investissant énormément sur ces exclusivités. Et je pense que la bataille demain, quand Microsoft lancera son store de jeux vidéo, quand Google lancera son store de jeux vidéo, quand YouTube sera une plateforme de jeux vidéo intégrée, Amazon et compagnie, et ce sera qu'est-ce que tu as comme exclu et donc qu'est-ce que tu produis toi-même. Et donc si on te comprend bien, Julien, non seulement Apple devrait, tu donnes conseil à assurer un nouveau relais de croissance en investissant dans les jeux vidéo, mais c'est aussi pour assurer l'avenir, parce que le robinet pourrait se tarir. On sait que ce serait plutôt le bon moment pour Apple de racheter, puisque la firme de Nintendo est estimée à autour des 41 milliards de dollars. Elle n'est pas à son plus haut historique, c'est entre guillemets rien pour Apple. C'est compliqué d'acheter une entreprise japonaise, c'est compliqué d'acheter une entreprise et de l'intégrer dans une entreprise qui a une telle aura comme Nintendo au sein d'Apple, qui a une aura aussi énorme. On doute un peu de la compatibilité de deux entreprises aussi fortes. Ça c'est sûr, Olivier. De toute façon, toute société, est-ce qu'une société est soluble dans l'autre? Et inversement, c'est vrai que c'est toujours un art délicat, surtout quand plus c'est gros, plus c'est compliqué, plus c'est visible. En plus, au Japon, c'est particulier, parce que là, justement, j'ai tapé juste une recherche sur Google avec un tri, avec les requêtes d'il y a moins d'un an, en tout cas, les recherches il y a moins d'un an. Je voyais acquisition entreprises japonaises, et c'est toujours que dans un seul sens. C'est les entreprises japonaises qui rachètent les autres. C'est toujours très compliqué. C'est compliqué. Non, mais on l'a vu récemment, malheureusement, avec l'exemple avec Nissan. En fait, le problème. On a vu le rachat de Toshiba récemment aussi, qui a été assez compliqué. En fait, Olivier, ce qui est juste difficile, c'est que, par exemple, les entreprises, il y avait un classement qui avait été diffusé en février 2018 qui disait que sur les 1000 entreprises les plus anciennes au monde, 517 sont japonaises. Il y a une grande culture, une grande histoire, un grand patrimoine entrepreneurial. Et parmi ces entreprises qui sont pour certaines séculaires, il y a Nintendo. Et quand un jour, on n'espère pas, mais si par exemple Apple rachète Nintendo, ils vont regarder les frais de Tim Cook ou je ne sais quoi, Tim Cook fera comme Carlos Ghosn, ça la foutrait mal. Non, mais c'est ça qui est un peu délicat, c'est que c'est un art délicat. En garde à vue. Ouais, t'imagines une garde à vue qui dure plusieurs mois, comme ça, le pauvre. Non, franchement, c'est pas très rigolo ce qui se passe. Ouais. Mais c'est un autre sujet. Mais pour finir sur ça,
c'est vrai que Apple aura tendance à vouloir bouger, à accélérer, à faire une acquisition, mais même, c'est bizarre, je les vois pas par Pixar depuis le début, qui aurait été un truc. Pixar, c'était même pas Apple, hein, c'était Steve. Mais voilà, je vois pas ce qu'ils pourraient faire avec. Sur ce point, Elsa, Cédric, Stéphane n'a pas tort. On sait d'abord que, voilà, on regarde toujours avec méfiance, c'est la culture japonaise, des rachats. Et c'est vrai que c'est une économie assez protectrice de ce côté-là. Et au-delà, Apple n'aime pas racheter des grosses entreprises et les absorber. Le seul exemple récent qu'on en ait, c'est Beats, mais la marque continue toute seule, mais c'est un petit peu le contre-exemple. Ouais, et puis c'est une acquisition qui est à 1/10 de ce que c'est celle de Nintendo. Et pour moi, il est impensable que Nintendo soit racheté un jour par Apple sans que Nintendo en ait envie. Ça se fera pas malgré eux, parce que sinon, c'est un peu Bolloré rachète Ubisoft. C'est-à-dire que si Bolloré avait finalement mis la main sur Ubisoft, il aurait surtout mis la main sur une coquille vide, parce que c'est des boîtes qui quand même vivent du talent, pas forcément sur un portefeuille de brevets à la IBM, mais plus sur une force créatrice, surtout. Et Julien le disait tout à l'heure, sur un business hyper cyclique où, si tu veux, l'avant-dernière console n'a plus aucune importance. C'est-à-dire qu'on n'en parle même plus, c'est les poubelles de l'histoire déjà, c'est comme les jeux de l'année dernière. Donc payer 40 milliards pour ça, ce serait pas forcément financièrement une très bonne solution. Mais en même temps, le problème, c'est que tout ce dont on parle ici, c'est comment est-ce que Apple investit pour assurer son avenir. Et là, c'est quand même finalement un peu compliqué. Ça a déjà été évoqué ici. C'est-à-dire que c'est pas en mettant l'iPhone à $2000 que le problème du marché du smartphone va se régler. Il va falloir trouver autre chose. Donc, est-ce que ce autre chose est le jeu vidéo ? Oui, bien sûr, pourquoi pas, parce que c'est un vrai gros marché. C'est un endroit où les gens dépensent pas mal d'argent. Apple le voit. Eux, ils voient les compteurs des in-app purchase sur leurs jeux. Maintenant, le contre-argument, évidemment, c'est de dire pourquoi acheter la vache si tu peux avoir le lait gratuitement, c'est-à-dire pourquoi aller s'emmerder, aller faire du jeu vidéo, racheter des boîtes et investir, si tu arrives à maintenir un système où tu prends 30% de tout ce que les gens dépensent, même pour les jeux d'autres éditeurs. Parce que je pense que ça sera pas pérenne, justement. Ça, je pense que tu n'as pas tort. Elsa. Juste, si je peux ajouter quelque chose, sur la fusion Apple-Nintendo imaginez, on est dans un cas où on a une société qui n'a jamais fait de gros rachats de son histoire, c'est Apple, alors que Apple a plus de 270 milliards de cash dans ses comptes en banque divers et variés, donc c'est pas un problème d'argent. Et dans un pays où on n'aime pas vendre ses sociétés, qui est le Japon, et quand il y a quelqu'un qui essaye de racheter un groupe japonais, il y a un effet patriotisme économique qui existe absolument nulle part ailleurs, où on l'a vu notamment avec Toshiba, mais ça arrivait un nombre de cas incroyable dans l'automobile, où il y a eu des mobilisations de tout l'écosystème japonais, avec Mitsubishi récemment, assurance, etc. Racheté par Nissan. Mais déjà dans les années, à la fin des années 90, ça avait été sauvé par des constructeurs japonais. Enfin, c'est racheter une entreprise japonaise, c'est franchement aller au devant d'ennuis et de problèmes d'intégration qui sont monstrueux. Après, le problème, c'est la croissance d'Apple. On dit, OK, le marché des smartphones sature, on ne va pas vendre des iPhones à 2000 €. Et au cours des dernières conférences d'Apple, les dernières keynotes, moi, j'étais frappée par l'importance qui est donnée au domaine de la santé. Donc, c'est beaucoup moins rigolo que du jeu vidéo, mais on parle de l'électrocardiogramme et compagnie. C'est peut-être là aussi qu'il faut regarder. On va y venir aux autres pistes. Un petit mot. Oui. Juste une parenthèse sur la santé, parce que c'est un domaine dans lequel Nintendo a déjà eu des velléités. Il y a quelque chose qui est tombé un peu, qui a été mis sous les ténoirs, mais ça s'appelait Quality of Life. C'était l'un des derniers projets de feu Satoru Iwata, le précédent président de Nintendo, et ça ne s'est pas concrétisé. Mais c'est dans les cartons de Nintendo. On sait que s'il y a une marque de jeux vidéo qui peut apporter, par la puissance de ses icônes, quelque chose sur, on va dire, les enceintes connectées, des éléments qui vont pouvoir mélanger des personnages forts et qui vont pouvoir toucher un jeune public pour peut-être les sensibiliser à des soucis sanitaires, de comment est-ce qu'on voit son pouls, etc. On voit que l'Apple Watch, par exemple, pourrait très bien intégrer des éléments de Quality of Life imaginés par Nintendo et mélanger ces personnages, parce que qu'est-ce que fait Apple ? Ils prennent des personnages phares de Pixar, ils prennent des personnages phares de Disney pour mettre sur leur petit cadran de montre. Et bien, s'ils prenaient Mario, Donkey Kong, Link, Zelda et compagnie, là il y en a pléthore, et quand on voit le carton phénoménal de Smash Bros Ultimate qui est sorti là en décembre et qui est une espèce de mariage absolu de toutes les licences Nintendo et consorts,
on voit qu'il y a un affect des gens phénoménal là-dessus. Alors, un petit mot avec Didier, parce qu'il nous a rejoint, Didier Pouloucali de Mac4Ever. Salut Didier. Salut Olivier. Oui, j'étais un peu en retard aujourd'hui, je suis désolé. Non, c'est bien la première fois, d'habitude c'est nous. Ton opinion sur ce rachat hypothétique, rachat en tout cas conseillé par ce journal financier Barron's aux États-Unis? Oui, non, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de boîtes comme ça qu'on verrait bien racheter par Apple, à commencer par Tesla et ces grandes sociétés qu'elle a de quoi se payer. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se payer des sociétés comme ça. Mais après, si tu regardes aussi un peu il y a plein de livres qui ont été écrits sur Apple, sur la façon dont ils gèrent leur entreprise en interne, qui gèrent ça un petit peu comme une start-up où tu as Tim Cook qui peut parler directement à l'ingénieur, etc. Et surtout, ce qu'il veut, c'est avoir les gens à Cupertino. Et je vois pas ce décalage en fait entre une société qui serait au Japon par exemple, ce serait juste pas possible. Et Nintendo peut pas aller aux États-Unis. Et rien que ça, c'est déjà bloquant pour Apple. Je pense dans l'architecture où ils sont aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils vont repenser un petit peu la façon dont va être structurée la société. Et moi, ça me fait penser. Oui, Monsieur X. Oui. Pour conclure. Moi, je crois que Didier, ça a été dit aussi par Cédric, a raison. On voit pas une fusion simple d'un point de vue culture d'entreprise, mais bon, Apple ne se lie pas qu'à l'aune du passé. Apple elle-même et puis aussi Google ont fait des rachats d'entreprises plus intelligents ces dernières années. Apple et Beats. Beats conserve une certaine indépendance. Ouais. Google l'a tenté avec Nest. Ils se sont un peu plantés parce que ça passait par la réintégration du staff et c'est ça qui n'a pas marché. En revanche, Google a eu un gros succès, c'est avec Waze. Waze garde son indépendance et Waze est même un produit concurrent de Google Maps. C'est ça peut-être le futur du rachat. On va plus chercher à additionner les portefeuilles produits, voire à les changer. Voilà, mais simplement faire une prise de contrôle et avoir une stratégie commune. C'est aussi ce qu'Apple a fait plus récemment avec une toute petite société. On va voir ce que va donner le produit qui mesure la qualité du sommeil. Donc il y a ce nouveau modèle économique qui est en train de naître, dont l'exemple le plus réussi est celui de Google avec Google Maps et Waze. Et c'est peut-être ça la piste. Et c'est peut-être ça que Apple va faire parce que c'est le meilleur des deux mondes. Il pourrait avoir des exclusivités en termes de jeux. Et on sait que dans le marché du jeu, ce qui compte, c'est le line-up, le jeu phare qui porte un studio, sans pour autant avoir à fusionner les offres produits des deux entreprises. Et les cultures. Alors Monsieur X, tu parlais de pistes. Quelles autres pistes, rachats, lancements sur de nos marchés pour permettre à Apple de retrouver son maillot? On va essayer ensemble de faire un inventaire, on met de côté les jeux vidéo. Mais avant, on passe à la question stockage avec notre partenaire G-Technologies. Cette semaine, nous allons répondre à une question que vous nous posez souvent. Comment réaliser une installation propre de macOS 10 Mojave? Comment réaliser une installation propre de macOS 10 Mojave? Pour installer macOS 10 Mojave, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton de mise à jour. Mais si votre Mac commence à vieillir et que son disque dur accumule de nombreux fichiers, il est préférable de réaliser une installation propre. Elle consiste à installer Mojave sur un disque formaté, dépourvu de tous ses fichiers. Pour cela, il convient bien sûr de réaliser en préambule une sauvegarde via Time Machine sur un disque externe. Connectez un disque sur votre Mac, lancez Time Machine, sélectionnez le disque et exécutez la sauvegarde. Celle-ci peut prendre plusieurs heures, surtout comme c'est trop souvent le cas, vous utilisez rarement Time Machine. Pour accélérer le transfert jusqu'à 4 fois, n'hésitez pas à utiliser un disque externe rapide intégrant un SSD comme ce modèle équipé d'une prise USB-C. Une fois le Mac sauvegardé, il est nécessaire d'effacer son disque interne afin qu'il redevienne vierge de tout fichier au moment d'installer macOS Mojave. Pour lancer l'installation et si vous ne l'avez jamais installé au préalable sur votre Mac, rendez-vous dans l'App Store. Dans la page qui s'ouvre, cliquez sur Obtenir pour télécharger la dernière version de macOS 10. Si vous avez déjà installé macOS 10 Mojave et que vous souhaitez cette fois réaliser une nouvelle installation propre, le plus simple est de démarrer votre Mac en mode récupération de macOS. Démarrez votre Mac en maintenant les touches commande et R enfoncées jusqu'à ce que la pomme apparaisse à l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, commencez par sélectionner l'utilitaire de disque pour effacer le disque interne de votre Mac. Sélectionnez votre disque interne dans la fenêtre de l'utilitaire, choisissez le format et cliquez sur Effacer. Quittez l'utilitaire de disque et sélectionnez Installer macOS 10 Mojave et laissez-vous guider. Une fois l'installation terminée, lancez l'assistant de migration pour récupérer votre sauvegarde Time Machine.
Voilà, vous n'allez plus reconnaître votre Mac une fois une installation propre réalisée. Vraiment, vous allez trouver votre Mac transformé. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on retourne aux pistes permettant de développer un relais de croissance pour Apple dans le futur. Un mot revient avec insistance, c'est les services. Les services, l'avenir d'Apple, la croissance de l'activité service est très forte ces dernières années. On est passé d'environ 7 milliards de dollars en 2010 à désormais près de 41 milliards de dollars. Alors, messieurs, dames, quel service pour assurer cette croissance ? On parle beaucoup d'un service de streaming vidéo. On va peut-être commencer avec Didier, puisqu'il est arrivé un petit peu en retard. Didier. Si tu regardes le service qui marche le mieux chez Apple, c'est en fait le service qui les a un peu relancés, c'est la musique finalement. C'est quand ils ont lancé l'iPod, il y avait iTunes, ils ont sorti ça sous Windows, ça a été quand même le carton plein. Et moi je suis assez... En fait, quand tu regardes les résultats financiers, Tim Cook te dit que les ventes d'iPhone s'essoufflent, il dit « Ah, pas de problème, on a les services ». Sauf que les services, jusqu'à présent, tu as quoi dedans ? Tu as iCloud, tu as la musique, tu as la vidéo. Voilà, après, il y a 2-3 petites choses derrière qui mettent dedans. C'est vrai que ça fait un beau package. Mais ce sont quand même des services qui sont liés à l'iPhone. C'est-à-dire que c'est directement lié au produit. Et si l'iPhone demain s'arrête, l'activité service est quasiment terminée. Alors évidemment, c'est pas totalement vrai puisque la musique et la vidéo, surtout la vidéo là, si ça finit par vraiment prendre. Mais moi, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous sortir. Pourquoi pas ? Ça pourrait être effectivement un bon relais. Mais je suis assez perplexe puisque jusqu'à présent, si tu veux, je trouve qu'Apple s'est montrée plutôt mauvaise sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on disait souvent que Google c'était l'entreprise de service, Apple ils étaient doués pour faire du hardware. Et dès qu'ils nous sortent, iCloud c'est l'exemple. Enfin moi je fais des news quasiment toutes les semaines, iCloud en panne, attention à vos mails, etc. Et c'est quand même des trucs qu'ils ne savent pas faire, quoi. Et, on voit Maps, tu vois, Maps, ils l'ont jamais vraiment ouvert, ils en ont rien fait de ce truc. Que dire de Siri ? Timidement, voilà, il y a Siri un petit peu d'un côté, mais Siri pour l'instant c'est pas un service entre guillemets rentable. Enfin, il le loue à personne, contrairement à Amazon et à Google, donc qui les déploie sur d'autres dispositifs. Donc oui, les services, pourquoi pas, mais je pense qu'il faudrait qu'ils sortent déjà aussi un petit peu de leur univers s'ils veulent que ce soit un vrai relais de croissance. Et d'ailleurs, les récents partenariats, je pense qu'on va en parler après au niveau des télévisions, effectivement, de lancer vraiment une industrie vidéo avec des partenaires avec lesquels Apple n'a pas trop l'habitude de bosser. Samsung, ça va être Sony, LG, notamment. Une vraie prise de risque, c'est quelque chose que par le passé, ça n'a pas marché. Rappelle-toi, iTunes sur Motorola, c'était une catastrophe. Dès qu'ils s'associent en fait pour faire du service avec des boîtes, ils n'ont pas la maîtrise du produit. Et même CarPlay, tu sens aujourd'hui que c'est quelque chose de très frustrant pour eux. Ouais. Ils n'ont pas la maîtrise du véhicule, ils aimeraient bien être beaucoup plus dedans, quoi. Alors, n'empêche, il y a beaucoup de rumeurs ces dernières années. C'est même plus une rumeur, c'est une info. On parle vraiment d'un service de streaming. Apple a investi $1 milliard, donc c'est une info. 24 séries seraient en préparation, selon le Wall Street Journal, Stéphane, pour proposer un service de streaming vidéo concurrent de Netflix. Toujours selon le Wall Street Journal, ce service de streaming serait gratuit. Donc, ça serait assez étonnant. Il faut se rappeler que le marché des services en ligne pèserait jusqu'à $50 milliards en 2021. Donc, il y a véritablement de la place pour d'autres concurrents. Est-ce que Apple a les moyens de rattraper Netflix ? Pour cela, Apple a signé de très grands noms d'Hollywood. Je dis plutôt, elle a recruté 2 vétérans de l'industrie, Jamie Elricht et Zach Von Hanburg, connus pour avoir développé pour le studio Sony des séries majeures comme Breaking Bad. Elle a signé Apple toujours Steven Spielberg, J.J. Abrams, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Jennifer Garner. C'est clair, Apple y va, messieurs, dames. Et puis on a vu, tu l'as dit, Stéphane, et on enchaînera avec Elsa peut-être avec sa réaction, les annonces d'ICS la semaine dernière, on en parlait dans cette émission, où à Las Vegas, on a découvert l'arrivée d'AirPlay dans les téléviseurs de Samsung, LG et Sony, qui sont quand même assez annonciateurs de l'arrivée d'un service d'Apple. Et enfin, en novembre dernier, on l'a dit encore une fois, CNBC a annoncé que ces services seraient peut-être gratuits. Elsa, on y va tout droit. C'est vrai que les annonces de Las Vegas d'Apple avec Samsung, Sony, LG, on en a parlé la semaine dernière, comme tu l'as dit, on va vers, effectivement, si on veut proposer des contenus, qu'on met $1 milliard
plus de dollars sur la table pour faire des séries, autant qu'il y ait des gens qui les regardent. Les entreprises commencent à s'apercevoir que un téléviseur très grand, les gens apprécient aussi pour regarder des séries dans lesquelles il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ça vaut la peine d'avoir une jolie image, et que c'est pas avec quelques millions d'Apple TV sur le marché qu'on va rentabiliser le tout. Alors avec LG, Sony, Samsung, ils font à peu près 70% de part de marché. Il y a un beau parc installé, des mises à jour seront possibles sur des modèles 2018. Donc ça veut dire qu'on passe à du contenu Apple sur télévision à grande échelle, ce qui pour le moment n'était pas le cas, ou par des biais toujours un petit peu compliqués. Donc là, ça devient quelque chose de plus simple, de plus accessible au grand public. Il y aura plus forcément besoin d'être complètement geek pour appairer 2 appareils. Bon, le pari sur le papier me semble pas idiot. Et puis quand on parle de moyens d'Apple pour rattraper quelqu'un, c'est les moyens financiers, ils les ont. Maintenant, il y a aussi un problème de génie, de savoir-faire, d'opportunités de marché, d'offres éditoriales. Et de créer, parce que c'est comme au rugby, quoi. Courir après la balle, c'est toujours plus fatigant que d'être à l'attaque. Et là, pour le moment, en contenu, il court quand même après le porteur du ballon qui est Netflix. Ouais, Monsieur X, Cédric, Julien, vous n'étiez pas, ni Didier d'ailleurs, on n'était pas là la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée potentielle ? Est-ce qu'Apple a ses chances ? Peut-être on va commencer avec Cédric. $1 milliard, ça peut sembler beaucoup, mais c'est quoi ? C'est même pas 10% du budget de Netflix aujourd'hui dans l'investissement des séries. Non. $1 milliard, c'est rien. Enfin, il faut prendre la décision, mais après, c'est pas un montant extrêmement marquant. Je suis d'accord avec Didier. Il y a une chose, c'est que quand on dit est-ce qu'ils vont réussir dans les services ou pas, en fait, on sait pas. Parce que on n'a jamais eu l'exemple jusque-là d'un service d'Apple qui vive sa vie tout seul et qui soit pas porté par l'iPhone et le reste. C'est un peu comme si on disait, tu vois, les sociétés d'autoroute, elles sont très bonnes en commerce. Regarde, ça fait un chiffre d'enfer. Bah oui, mais évidemment, c'est elles qui détiennent l'autoroute. Ouais. Là, c'est pareil. On n'a jamais eu chez Apple un exemple à l'échelle d'un Spotify ou d'un Netflix, c'est-à-dire d'un service qui arrive à se développer tout seul, quelle que soit la plateforme. Donc, c'est compliqué. Moi, l'arrivée d'AirPlay et d'iTunes sur les téléviseurs, c'est amusant parce qu'évidemment, quand on a vu le communiqué, on a dit « Ah ouais, c'est incroyable !» Et moi, je me souviens de la première démo le jour même chez Samsung où tu allumes la télé et en bas, tu as un bandeau. Et dans le bandeau, tu vois Amazon et Netflix, etc. Et tu te dis « Ouais, non, mais clairement, ils n'ont pas d'autre choix. » C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, ils sont nulle part. Ils n'existent pas. Alors évidemment, il y a Apple TV, il y a tout ça, mais ça, vous avez déjà eu ce débat. Mais je pense que c'était juste... Je pense que Tim Cook, il a juste allumé une télé Samsung et il a dit OK, on a un problème. On ne peut pas ne pas y être. Sinon, si on n'y est pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans la course. Donc c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est aussi un biais que l'entreprise a pris depuis longtemps, c'est que ces services sont quand même largement drivés par ces ventes de hardware. Ouais, et que les services ne sont pas forcément d'hyper bonne qualité. Monsieur X, peut-être, et avant d'enchaîner avec Julien pour avoir son avis. Moi, c'est fait taper sur les doigts il y a des années par Steve Jobs quand vous avez sorti MobileMe, ça ne rajeunit pas, l'ancêtre d'iCloud. On sait que c'est pas dans l'ADN d'Apple, ce genre de service. Et il faut que ça change maintenant. Là, c'est une priorité absolue. Apple, en tout cas, Tim Cook a donné le tempo, là, a donné la direction. Oui. Et une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas lire forcément le futur d'Apple à l'aune du passé. Tim Cook est en train d'instiller du changement. Je compléterai juste ce que dit Cédric avec une conviction forte, même si elle m'attriste. Je crois que l'arrivée d'AirPlay, des services de musique et vidéo sur les TV connectés, c'est la mort pure et simple du boîtier Apple TV. Je pense qu'on n'en verra plus. Et ils ont déjà tué les bornes AirPort il n'y a pas longtemps. Il n'y aura pas d'Apple TV 5, ce qui localement est une très mauvaise nouvelle à mon avis pour des gens comme Canal+, qu'on dit on arrête notre décodeur TV, on passe tout sur Apple TV. Aïe. Il le savait déjà. C'est peut-être façon d'écouler le stock là. C'est ce que ça s'appelle une stratégie, mais on peut pas comprendre. On n'est pas. Là, à mon avis, c'est le feu chez eux. Et puis, ça correspond à. Tu parlais de cloud. Vendre Activision pour acheter Ubisoft 6 mois après. Voilà. Ça correspond à un mouvement de fond et obligatoire pour eux. D'abord, le store sur l'Apple TV n'est pas un succès parce que Apple n'a rien fait pour. Je vous rappelle que le gros jeu, c'est un jeu de voiture de chez Guillemot. Et c'est à peu près tout. Le reste, tu peux faire du bowling. Ouais. Et puis la deuxième chose, il y a une tendance technologique vraiment de fond. On le voit dans les jeux avec le streaming de jeux, mais c'est vrai sur plein d'autres services. L'intelligence, elle va passer dans le cloud. La puissance, elle va passer dans le cloud. Si tu prends les opérateurs
d'accès à Internet. Beaucoup ont dans leur carton déjà annoncé qu'ils travaillaient sur des projets où votre box que vous avez chez vous va être dématérialisé dans le réseau, et l'accès à Internet, ça sera un brin de fibre qui arrivera et que vous connecterez à travers un relais à la télé. Donc il y a cette tendance aussi de fond où on va avoir du service qui arrive directement du cloud à travers une liaison haute vitesse dans ta télé. Il n'y a pas de place pour le hardware. Le futur d'Apple, c'est les services. Voilà, ça c'est le premier pas d'Apple. C'est pas usuel pour eux, mais ils sont déterminés à y aller. Par contre, l'Apple TV, c'est fini. Merci Monsieur X. Un mot en plateau avant de conclure sur le streaming avec vidéo, avec Julien. En fait, le truc, c'est que maintenant, on a quelque chose qui est magnifique qui arrive à horizon 2020 pour tout le monde, qui est la 5G. Et qu'aujourd'hui, on ne se posera plus de la question du débit, pas du débit, etc. Donc on pourra mettre tout type de contenu, tout type de service. Même plus on aura de contenu et de service, mieux ça sera, on va dire. On n'aura plus de goulot d'étranglement pour... Donc c'est sûr que plus on proposera une offre variée de services, que ce soit de la musique, de la vidéo, du jeu vidéo, mieux ça sera, en fait. Et donc avoir le panel déjà prêt, avec une offre complète, et après qu'on pourra remplir au fur et à mesure, ça sera déjà bien. Maintenant, est-ce que ça va supplanter les acteurs existants comme Spotify, Netflix ou les acteurs du jeu vidéo qui peuvent faire du truc en ligne comme l'éditeur de Fortnite? Eh bien, pour moi, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'entreprises au monde qui peuvent être à la place d'Apple. Parce que c'est les seuls à pouvoir éventuellement tout adresser. Donc c'est peut-être ça. Et ouais, donc en gros, pour moi, c'est vrai que si on pense à ça, ils deviendront encore plus omnipotents. Ouais. Julien, tu parlais tout à l'heure de l'importance du contenu, de l'importance des gens qui créent du contenu dans les boîtes de jeux vidéo. On sait que Apple, s'il lance des séries, ça se jouera aussi sur la qualité de ces séries, de ces différents scénarios. Toujours selon le Wall Street Journal, qui est décidément bien renseigné, Apple souhaitait uniquement produire des séries familiales dépourvues de violence et de sexe. Est-ce que ce genre de choses peut fonctionner à l'heure des succès qu'on peut voir aujourd'hui sur HBO, comme on pense à Game of Thrones notamment, ou encore sur Netflix avec La Casa de Papel? C'est à des années-lumière d'Apple. Et pareil, si demain ils veulent investir le jeu vidéo sans violence et sans sexe, je leur souhaite bien du plaisir. Oh, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, le plus gros succès, le phénomène de 2018 du moins, et c'est bien reparti en 2019, c'est Fortnite. Alors oui, ok, on se tire dessus, mais enfin, c'est pas une violence particulièrement exacerbée, c'est ultra coloré, etc. Et puis, on en parlait il y a quelques instants, Nintendo n'a pas construit son succès phénoménal sur la violence. C'est vrai. Et le jeu qui se vend le mieux en Europe, c'est FIFA, c'est pas très violent non plus. Donc le jeu vidéo peut complètement... Il y a les cartons rouges, c'est une certaine violence, mais ça peut être mérité. Ouais. Je pense que, et quand je vous écoute, ce qui me paraît évident, c'est que pour réussir un service, ça repose sur deux choses. À mon sens, déjà, ça repose sur ce que tu proposes par rapport aux autres, c'est-à-dire une qualité d'interface, de service à proprement parler, qui peut venir de l'appareil ou de l'interface utilisateur ou des débits et autres. Et ça, Apple, quand même, généralement pas trop mauvais pour le maîtriser. Et ensuite, sur les exclusivités, les contenus que les autres n'ont pas et qui font que, OK, je vais souscrire à cet abonnement-là parce que parmi tout le back catalogue, etc., je vais aussi avoir ça que je n'aurais pas chez Netflix, Amazon et autres. Et donc ça marche dans le jeu vidéo, dans les séries, partout. Et là, il faut investir. Et là, on en revient donc à cette fameuse question de, dans le jeu vidéo, est-ce que Apple, s'ils veulent se positionner, va devoir passer par la case rachat? Ça me paraît quasiment indispensable, puisque même ils vont devoir débaucher, racheter Nintendo ou un autre. Et dans les séries, ça passe par, on paye pour avoir des grands noms, des Steven Spielberg et compagnie. Mais moi qui suis souvent, on refait le Mac, j'ai envie de vous poser une question, qui est un peu le serpent de mer de cette émission. Bon, une fois qu'ils auront tout ça, des services de films, de séries, de jeux vidéo et autres, et pourquoi ils ne feraient pas une télé Apple, une Apple TV ou une TV Apple qui regroupe... Non, je t'en prie, arrête. Tu me fais du mal, là. Julien, tu me fais du mal. Cédric répond. Parce que moi qui vous écoute, j'ai l'impression que ça a été dans les cartons pendant longtemps, ça a l'air d'être repassé un petit peu sur le côté, mais pourquoi ça ne pourrait pas revenir via un partenariat peut-être avec LG, ça ne peut être que via un partenariat, parce qu'ils n'ont quand même pas une avance technologique sur les écrans. Enfin, ils sont forcés d'aller chercher un Samsung ou un LG pour faire des écrans. À chaque nouvelle vague, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y croire. C'est-à-dire, par exemple, quand
quand Samsung a commencé à montrer le micro LED, je me suis dit et si Apple prenait la main là-dessus en imaginant un truc, parce qu'en plus c'est bien, c'est haut de gamme, c'est cher, donc ça va leur plaire. Mais non, là avec l'annonce d'AirPlay iTunes sur des téléviseurs Vizio, si tu veux, non, là ça y est, c'est vraiment. Alors si tu veux, si Apple TV est mort, alors la télé elle est même pas morte, c'est-à-dire que l'enterrement a eu lieu dans la stricte intimité familiale. Là, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil. Je vois pas comment ils sortiraient un téléviseur aujourd'hui quand ils ont lâché ce que sont encore les bijoux de la reine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ça avait été la seule télé où il y avait AirPlay, si ça avait été la télé où tu démarres et tu es directement dans ton compte iTunes, bon bah là on aurait dit ils ont quand même un avantage concurrentiel parce qu'il y a des trucs qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'on reste dans le même mojo de service drivé par le hardware. Mais là non, là c'est terminé. Je vois pas. Je serais ravi d'avoir tort, mais non, mais une vraie télé. Juste un truc, Olivier. Je suis d'accord avec Cédric. C'est une boutade. C'est comme te dire éventuellement pour se diversifier dans les services, ils vont fabriquer des voitures. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans cette galère? Enfin, quel est l'intérêt? C'est un marché où il n'y a pas de marge, où Samsung, qui est le leader, a perdu de l'argent pendant 15 ans. Je parle même pas des autres qui ont laissé leur chemise et qui ont baissé les bras. Enfin, il n'y a absolument aucun intérêt pour Apple. Et en plus, reprenons au pied de la lettre les déclarations de Tim Cook, qui répète à l'envi depuis 48 mois, nous sommes une société de service. Sérieusement, ils ne vont pas se lancer dans la télé maintenant. Ou sinon, ok, mais après, je demande à ce qu'ils fabriquent des voitures. Ouais. En tout cas, pour revenir à la télé d'Apple, si elle était sortie, il aurait fallu la sortir dans la foulée. Il y a un choix qui a été fait, c'est un choix managérial par la direction d'Apple d'aller plutôt vers l'Apple Watch. Il y avait un projet de télé en carton, dans les cartons, tu le sais, Cédric. Il y a un choix de manager qui a été fait à ce moment-là. Si à l'orée des années 2012-2013, une télé d'Apple était sortie avec, en gros, les fonctionnalités aujourd'hui d'une Apple TV, elle aurait pu fonctionner, elle aurait pu être vendue avec une plus forte valeur ajoutée et marge qu'une télé aujourd'hui, parce qu'il y avait une vraie valeur ajoutée en termes d'interface. Aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué. On y reviendra, j'espère, on aura le fin mot dans cette émission. Place au busomètre tout de suite dans ce prochain chapitre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple cette semaine ? Écoute, il y en a eu pas mal. Je t'en ai sélectionné quelques-unes et la première concerne le Mac, puisqu'on a appris, alors c'est Apple Insider qui a publié ça, ils ont un petit peu enquêté sur le fait que, tu sais, Apple bloque les cartes Nvidia sur Mac, en iGPU, etc. Il n'y a pas de pilote, et même ceux qui ont des Mac avec des vieilles cartes Nvidia, ils ont des pilotes un peu pourris. Et apparemment, il y aurait quelqu'un chez Apple qui ferait blocus. Donc j'imagine qu'il y a des histoires de gros sous derrière, enfin il y a des enjeux, mais c'est vrai qu'à l'approche d'un Mac Pro cette année, c'est assez inquiétant, parce qu'Nvidia a quand même les meilleurs GPU aujourd'hui, et se priver de ça, c'est quand même un gros pied de nez, je trouve, au monde professionnel. Donc on verra, voilà, rien n'est confirmé, mais bon, voilà, 6 mois sans pilote Nvidia. Oui, et puis se priver d'Nvidia à l'heure justement où Apple pourrait investir dans les jeux vidéo, c'est quand même un paradoxe. Et que dire pour la réalité augmentée, voire la réalité virtuelle, c'est incompréhensible. Deuxième rumeur, Didier. Alors c'est plus des problèmes qui remontent. Alors c'est pas encore confirmé par Apple, mais sur les MacBook Pro, il y aurait un petit problème de charnière. Voilà, au niveau de l'écran. Apparemment, il y a des gens qui ont des petits soucis et l'écran qui finit par ne plus fonctionner. Donc voilà, ça reste se plierait, c'est ça à force, c'est ça? Oui, alors on pense que c'est un câble qui est un petit peu trop fragile. Donc on parle de FlexGate, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'Apple répond à ça. Et puis une autre panne aussi. Mais alors là, nous on n'a pas eu le souci, mais c'est sur les nouveaux MacBook Air. Il y aurait des petits soucis de clavier. Et à l'heure où on tourne l'émission, j'ai aussi eu un retour. Apparemment, Apple ferait peut-être un rappel des iPhone 8 également à confirmer. Voilà, c'est des petites choses. Ça demande à être bien sûr confirmé. C'est peut-être des petites séries, mais c'est vrai que voilà, c'est partie du jeu. Voilà une rumeur qui va venir alimenter la conclusion de cette émission. C'est Apple doit-elle redorer son blason, notamment sur ce point-là. Troisième rumeur, Didier. Alors, elle nous vient du Wall Street Journal qui annonce que tous les iPhones seraient OLED en 2020, c'est-à-dire pas cette année. Donc, cette année, on aura peut-être encore un 10RS, je sais pas comment ils vont l'appeler, en LCD, mais l'année suivante, voilà. Mais après, est-ce qu'ils vont garder encore cette stratégie des 3 modèles? Ça reste à voir, bien sûr. Surtout la politique tarifaire qui me pose question. Quatrième rumeur, Didier. Tiens, on reparle des GPU. Alors, justement, des cartes graphiques d'AMD dont la prochaine génération s'appelle Navi et qui a été repérée donc dans les entrailles de Mojave. Voilà. Donc, je pense que ça va arriver peut-être dans les iMac. Tu sais que cette année, on attend donc les Mac Pro et les iMac. Donc là, la génération Navi, c'est plutôt pour le milieu de gamme d'abord. Donc c'est plutôt cool parce qu'on attendait ça plutôt tard dans l'année. Et finalement, si ça arrive un petit peu plus tôt en exclu sur Mac, bon, ça pourrait nous faire compenser le fait qu'il n'y ait pas Nvidia, par exemple. Allez, dernière rumeur, sur mesure pour Stéphane et Monsieur X.
Oui, je leur dédie d'ailleurs cette rumeur qui est donc le AirPower. Alors le AirPower est encore un peu présent sur les pages d'Apple, il y a encore des petites traces, manifestement. Il serait peut-être parti en production, puis là maintenant on te dit que ce sera courant de 2019. Bref, personne ne sait rien, moi je pense, mais le produit ne semble pas abandonné. En tout cas, il y a des choses qui se trament en coulisses. Je terminerai avec un dernier truc, Olivier. Juste avant d'enregistrer l'émission, on a appris qu'Apple a déposé la marque iPod Touch comme marque de console, enfin sur la classe des consoles aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez parlé en début d'émission, mais voilà, on parlait de console, on parlait de Nintendo. Bon, ça peut être une nouvelle rumeur pour la semaine prochaine. Ouais, oui, allons-y, c'est parti. L'AirPower, c'est quand même fausse histoire, mais là, encore une fois, on aura le fin mot de l'histoire. Apple va-t-elle vous sauver la vie ? C'est l'une des pistes en matière de services qu'Apple aimerait développer dans le futur. Apple veut-elle vous sauver la vie ? Va-t-elle vous sauver la vie ? Les services de santé, la santé connectée, avec comme moteur l'Apple Watch. On a beaucoup décrié Tim Cook il gère l'existant, il a géré le succès de mise en place par Steve Jobs depuis des années, le Mac, l'iPhone, l'iPad et j'en passe. L'Apple Watch, c'est quand même son bébé, c'est le premier produit sorti de l'ère post-Steve Jobs. Il faut reconnaître que d'année en année, elle s'est plutôt cherchée, elle a plutôt trouvé maintenant son public, elle pèse plus à elle seule que l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. Il semblerait que la vision de Tim Cook aille vers le marché de la santé et des services. Pour vous, est-ce que ça a du sens ? Les wearables, le marché... En tout cas, les analystes financiers, eux, n'y croient pas tellement, puisque Cédric est à l'écran. On va commencer avec lui. Alors, forcément, j'y crois parce que j'y crois à l'échelle de toute l'industrie de l'objet connecté, parce que tu es sur un marché où les gens sont prêts à dépenser de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le truc comme un gimmick, même si parfois c'est un peu un gimmick. Il y a toujours un petit syndrome de la raclette sur « Oh, c'est génial, je vais prendre ma tension 2 fois par jour. » Bon, bah ouais, mais au bout d'un moment, tu vois que ta tension est toujours la même, tu mets dans le tiroir. Mais pour autant, avoir des objets du quotidien comme une montre qui vont surveiller au long cours ta santé d'une manière ou d'une autre, ton activité physique, ta santé cardiaque et le reste, ouais, ça tombe sous le sens. Et c'est beaucoup plus cohérent que la première vision de l'Apple Watch, qui était un écran de plus avec ses applications, où on s'est aperçu quand même très très vite que c'était extrêmement limité. Du coup, oui, est-ce que ça suffira ? Je voyais une citation dans le conducteur de l'émission sur les recettes de wearables dépassent la moitié de ce qu'était l'iPod à l'époque, mais à l'époque c'était quand même pas le même Apple qu'aujourd'hui, donc on parle pas du tout de la même chose. Une déclaration de Tim Cook à CNBC pour justifier que l'Apple Watch se porte plutôt bien et qu'il faut croire au marché des wearables. Voilà. Enfin, je rappelle quand même déjà qu'ils publiaient pas les ventes d'Apple Watch. Aujourd'hui, ils publient même plus les ventes d'iPhone. Donc, bon, très bien. Les croyants y croiront, et ceux qui y croient pas se plaindront du fait que c'est quand même pas ça qui va remplacer la baisse des ventes d'iPod. C'est vrai que dans ce... Oui, Elsa. Ouais, sur la santé, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on arrive à une mutation en profondeur de ce marché-là. C'est qu'en France, on voit que la sécurité sociale commence à rembourser les actes, les téléactes des médecins. On est vraiment dans un mouvement de fond qui pousse le wearable, et Apple a complètement raison de surfer sur cette vague. Et là, pour le coup, autant on peut dire qu'ils sont en retard dans les contenus, les jeux vidéo, et les séries en ligne, autant là, sur la santé, ils n'ont pas raté le coche. Une petite réaction peut-être de Monsieur X, cette comparaison des ventes des AirPods, puisque c'est dans la catégorie Apple Watch, AirPods, c'est mélangé. Donc les AirPods, on sait qu'elles se vendent très très bien. En gros, je cite toujours Tim Cook à CNBC, si vous prenez les AirPods et la Watch séparément et que vous les alignez sur la date de sortie de l'iPod, vous observez que ces deux produits sont 4 à 6 fois devant l'iPod sur une période comparable. Monsieur X, vous y étiez à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment des chiffres impressionnants à ce moment-là ? Dans ce type d'analyse qui est utilisé par Apple pour voir en interne si ces produits sont du succès, il faut regarder la taille du marché final. Et je pense que la taille du marché final des montres connectées, ou même si on l'élargit un peu au-delà, des montres, parce que les montres connectées vont cannibaliser un certain nombre de montres, on est bien inférieur à la taille de ce que représentait le marché cible d'Apple quand ils ont sorti l'iPod, qui était le marché représenté par le baladeur audio et notamment le Walkman. Une montre à 350 €, c'est un produit moins grand public et un produit moins gros en valeur que le baladeur. À l'époque, tout le monde avait un baladeur. Après, la vélocité, la vitesse à laquelle ça progresse,
là non plus, je crois pas que ça soit forcément le meilleur indicateur, parce que la vitesse d'adoption de la montre connectée, elle est calée sur ce qu'on a appelé la killer feature, qui serait peut-être la santé. On n'y est pas tout à fait encore. En revanche, oui, c'est un vrai futur pour Apple, mais vu la taille du marché en nombre d'euros, en valeur, c'est pas sur le hardware, une fois de plus, qu'ils vont faire leur beurre ou avoir un relais de croissance, c'est sur les services. Et alors là, la santé, c'est juste un Eldorado, mais monstrueux, avec des applications différentes aux US, où ça permettra de peut-être donner le meilleur prix pour une société d'assurance en termes de ce qu'elle va faire payer à ses patients en fonction de leur comportement, chose qui ne pourra pas être appliquée en France, par exemple, mais il y a des tas de gens, et notamment le marché des seniors qui est intéressé par ça. On voit le changement. Alors, bon, les personnes qu'on connaît ne représentent pas tout un marché, mais moi, quand je vois mon père qui commence à poser des questions sur l'Apple Watch, qui est vachement intéressé par la fonction de prévention des chutes, et même par l'électrocardiogramme, on se dit qu'il y a un boulevard carrément devant eux, et c'est là-dessus qu'ils investissent, et à mon avis, très fortement. Et au-delà, Monsieur X, les futurs seniors, on y va tout droit, Monsieur X, on connaît, tu connais ton âge, et tu connais le mien. Les futurs seniors, dans quelques années, c'est nous, et on n'aura pas trop de difficultés, nous, à utiliser des iPhones, des Apple Watch, et Apple en a bien conscience. Il semblerait que ce soit un marathon qu'a instauré Tim Cook, et il s'y tient. Il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, ça c'est certain. Ma propre maman a eu une belle chute, malheureusement, il y a quelques jours de cela. J'aurais rêvé d'être au courant via l'Apple Watch et pas 1h30 plus tard, quand elle était aux urgences à Saint-Antoine. Prévient automatiquement, il appelle un proche ou les secours. Et en plus, quand elle est hyper tendue, je suis sûr que... Voilà, mais bon, comment je pourrais imaginer ma mère qui n'a jamais eu porté de montre qu'elle en mette une. Mais c'est plutôt nous la cible. Mais la cible, c'est nous, c'est bien ça. C'est vrai que c'est un travail. Donc pour nous, on va dire que c'est acquis. Pour en gagner d'autres, d'autres cibles, c'est bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient naturel. Maintenant, ça serait une accélération certaine si les compagnies d'assurance, les mutuelles, puissent le proposer dans les contrats. Parce que finalement, qu'est-ce que ça serait 300 € divisé par 12 fois X années, j'ai 300 €, de rajouter ça dans nos contrats et de le donner. Les mutuelles, les assurances seraient toutes à gagner d'être prévenues à l'avant d'un problème. Voilà, c'est tout. Et ce serait tellement simple. Je pense que ça fait saliver un Tim Cook aujourd'hui, ce genre de... Ça, il ne faut pas le regarder sous le biais du marché français parce qu'on est complètement à contre-courant par rapport à plein de pays et c'est bien mal, c'est pas le problème. Mais les États-Unis sont déjà partis là-dessus. L'Amérique du Sud, il y a des grosses ouvertures. Et Generali, qui est une société d'assurance italienne, ont déjà distribué des bracelets connectés. Alors, ce n'étaient pas des Apple Watch, c'était des Fitbit à leurs employés et à certains de leurs clients pour tester ces modèles-là. Donc, le truc, il est en route, quoi. C'est lancé, c'est parti. En France, on est très loin derrière. Mais ça va venir par des petites startups. Je crois que tu avais fait un de tes coups de cœur qui était Alan, Stéphane. Tu vois, il y a plein de gens qui essayent de révolutionner ce marché-là. Moi, je suis sûr que ces sociétés-là sont en train de regarder cette hypothèse d'offrir avec un pack de services des Apple Watch. On passera pas 2019 sans que ça sorte sur le marché français, mais ça va venir par les petits acteurs. Allez, on va conclure avec une question toute bête, simplement pour aider Apple à retrouver un moteur pour sa croissance. Est-ce qu'elle aurait besoin simplement de redorer son image ? Apple doit-elle redorer son image ? A-t-elle, simplement en commençant par une chose tout bête, simplement baisser ses prix ? On a vu l'optimisation fiscale, on a vu les soupçons d'obsolescence programmée, on a vu donc des prix de plus en plus élevés. Est-ce que, Monsieur X, vous qui étiez chez Apple dans cette croissance où Apple est devenue une entreprise avec une capacité d'attraction phénoménale, vous avez vécu ça de l'intérieur, Apple doit-elle aujourd'hui redorer son blason ? Est-ce qu'il est terni ? Ouais, non, je ne sais pas si Apple doit redorer son blason, elle doit retrouver un blason. Moi, j'ai piqué un petit coup de sang là, cette semaine, tu l'as vu, parce que pour la 3e année consécutive, sur Twitter, Apple habille la homepage de tous ses sites dans le monde avec une citation de Martin Luther King, qui est à la limite de la morale en plus. Bon, alors moi, je ne suis pas trop moraliste comme garçon au départ. C'est un vieux Roland. Ils utilisent l'image de Martin Luther King, alors qu'ils sont très, très loin des valeurs que portait la bataille des droits civiques aux États-Unis. Enfin, Apple est à la tête
des grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui m'énerve au plus haut point. Je suis un ardent défenseur, moi, de la future taxe GAFA. Donc, ils ont perdu, en termes de blason, leur ADN. Ce n'est plus un trublion, c'est toujours une boîte qui peut-être peut créer des tendances, mais c'est éventuellement, et c'est à peu près tout. Et puis pour le reste, c'est devenu une boîte standard. On a vu l'ancien patron de l'agence de com d'Apple, TWA, qui a témoigné cette semaine, qui fait la même analyse et qui faisait un truc qui était génial. Alors je sais pas si c'est lui qui l'avait fait, mais c'était dans le reportage. La dernière pub pour l'iPhone, la dernière pub pour le Galaxy S9, ça a été fait par les mêmes créatifs. Voilà. Donc c'est pas redorer son blason, il faut qu'il s'invente une nouvelle image, parce que ça devient c'est beau, mais c'était tout fade. Ouais. Et au-delà, donc je reviens sur les prix, parce que c'est quand même la première réaction des utilisateurs lorsqu'ils veulent acheter un produit Apple en disant c'est de plus en plus cher. Est-ce que vous pensez qu'il serait temps qu'Apple arrête de profiter de son statut de poule aux œufs d'or et commence à baisser tout simplement ses prix, se montre un peu plus raisonnable en termes de gestion de marge? Cédric, Elsa, peut-être, ça me paraît difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'imagine tout à coup que on sorte, je sais pas, un 10S remis à jour en septembre et qu'il soit $300 moins cher. La première réaction des gens, c'est de dire non mais attendez, vous avez quand même pris pour des poulets sur la génération précédente. Tu as déjà cette réaction, Cédric? Déjà aujourd'hui? Non, je suis pas. Parce qu'il compare avec Huawei, ou il compare avec Xiaomi. Ah oui, non, là, c'est pas. Là, on n'est pas dans le même. Oui, non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand il se compare à Samsung, ok, ça marche. Il y a toujours une petite surprime. Tu sais, c'est comme pour un Leica, quoi. Tu payes le badge rouge, là, tu payes la pomme à l'arrière. Mais on reste quand même dans des ratios comparables. Là, c'est vrai que ce que les Chinois sont en train de faire, c'est terrifiant, à la fois en termes de prix et en termes de masse. J'ai envie de dire, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau smartphone qui. Enfin, moi, j'ai la tête qui tourne, quoi. J'ai du mal à suivre. T'imagines, c'est mon job. Mais là, si tu me demandes de refaire à main levée tout ce que, ne serait-ce que Huawei, Honor et Xiaomi ont sorti dans l'année écoulée, c'est pas facile. Et surtout, ils sortent des choses qui sont absolument sublimes. Donc, ça va être très compliqué en termes de concurrence. Donc, se mettre à faire des téléphones moins chers, il faut qu'il y en ait. Maintenant, ils ont quand même des choses qui sont de l'ordre de l'éthos, de l'ADN de la marque. Et ça, c'est quand même le haut de gamme. Donc, c'est difficile d'en sortir. Et en même temps, c'est la seule chose qui sauve leur compte aujourd'hui. Même si c'est une fuite en avant qui peut pas aller beaucoup plus loin. Même s'ils nous ont déjà étonnés de ce côté-là. Donc, ils vont peut-être continuer de nous étonner. Brièvement, Stéphane, on posera la question à Elsa et à Didier. J'irai exactement dans ce que vient de dire Cédric. Quand on voit que quand même qu'ils ont pas loin de 70% de leur chiffre d'affaires composé maintenant des revenus de l'iPad plus de l'iPhone, alors qu'avant c'était une simple société qui vendait des ordinateurs et accessoires liés aux ordinateurs, c'est sûr qu'en 10 ans, la boîte s'est déjà transformée. Il est nécessaire pour elle de consolider ça, et je comprends, et Cédric a raison, si un 10S arrive avec 300 € moins cher, là il y aura le réflexe ou la mauvaise habitude d'acheter systématiquement de nouveaux produits, on dira non, cette fois-ci. C'est un peu ce qui se passe. Les prix baissent, les ventes baissent. On voit des promos qui se multiplient, Elsa, j'ai pas rêvé. Et puis on parlait de Xiaomi, ils viennent juste d'ouvrir un Xiaomi Store sur les Champs-Élysées. Je parle dans les coups de cœur. Bon, on parle dans les coups de cœur. On va se tourner vers Didier, puisque tu es à l'écran. Est-ce que, malgré tout, on le voit, il y a des promos qui sont en cours, et puis au-delà de baisser les prix, on sait on le sait bien, on fait le Mac à Mac Forever, qu'il y a quand même une communauté qui est très proche de la marque, qui l'a su depuis des années, qui commence à être vraiment agacée par la distance que prend Apple par rapport à sa base installée historique. Est-ce qu'elle ne doit pas retisser ses liens avec sa base installée, justement, Didier, à défaut de baisser les prix? Moi, je pense qu'il y a 3 choses. Il y a le déficit d'image dont parlait Monsieur X, qui effectivement, où tu as Tim Cook qui se prend pour le Dalai Lama alors que les gens ils ont des problèmes de clavier et qu'eux n'ont même pas le droit à un petit tweet de temps en temps. C'est vrai. Il y a un vrai décalage avec ça. Et il y a le problème des prix. Mais bon, celui-là, on a déjà une réponse. Si tu as acheté ça, la petite Smart Battery Case, elle coûte 150 €. Elle en coûtait 120. On trouvait déjà ça cher il y a 4 ans. Ils ont encore augmenté les prix pour un truc qui vaut 30 € dans le commerce. Les MacBook Air, les Mac Mini qu'ils ont lancés il n'y a pas longtemps, ils démarrent à des tarifs absolument indécents. 1500 € pour les plus bas. Et surtout, je trouve qu'ils ont du mal sur pas mal de produits. Alors peut-être l'iPhone, on peut le mettre de côté un petit peu, mais à te faire rêver avec ces produits-là qui sont vendus très cher. Donc tu serais presque prêt à payer si tu avais vraiment l'impression d'être
d'être vraiment au-dessus du reste. Et aujourd'hui, ce sentiment, il est pas tant partagé. Donc, ouais, je pense qu'il y a encore, évidemment, les gens sont toujours fans d'Apple, ils aiment toujours la dynamique de la boîte, l'esprit, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à refaire maintenant. On est peut-être effectivement à un petit plateau et où ils ont besoin de se renouveler, nous faire rêver. Moi, en ce moment, celui qui me fait le plus rêver, franchement, c'est Elon Musk. Quand tu le vois sur Twitter, quand tu le vois avec ses annonces et tout, voilà, t'as envie d'aller sur Mars avec lui, de prendre ton roadster Tesla et voilà. Et c'est des mecs comme ça qu'on a besoin et c'est comme ça qu'était Steve Jobs un petit peu à l'époque. Il nous est rêvé, même s'il nous mentait un peu au milieu. On avait envie qu'on nous mente un petit peu. On voulait pas le Dalai Lama, quoi. Allez, on aura l'occasion de revenir sur la gouvernance d'Apple. Est-ce que, en termes de casting, ces choses se passent comme il devrait se faire au sein d'Apple? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de renouveler tout ça avec un petit peu d'affront? On essaiera de faire venir des anciens dirigeants d'Apple sur ce plateau. Je pense notamment à Jean-Louis Gasset, notamment l'ancien DG d'Apple aux États-Unis, qui avait pris la succession de Steve Jobs, qui connaît bien la boîte et qui viendra nous en parler, je pense, vers le printemps. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Monsieur X, puisqu'il n'est pas à l'écran. Monsieur X, quel est votre coup de cœur cette semaine? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un service à la personne qui est aux États-Unis parce qu'il est illégal mais toléré en France. Alors j'espère qu'il n'a pas été déjà cité dans une autre émission. Ça s'appelle 23andMe, 23 en anglais comme le nombre de chromosomes qu'on a. Et c'est tout simplement un service qui vous permet, si vous crachez suffisamment dans une petite pipette en plastique, d'avoir votre composition d'ADN, votre génome, et de savoir d'où viennent vos ancêtres. Ce qui est assez différent de la généalogie. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ma souche principale, mais je m'en doutais, mes parents sont tous les deux de l'ouest de la France, était bretonne au sens de celte. Voilà, donc je suis plus breton et celte que franco-allemand, qui est une seule souche génétique. Pas de différence entre les Français et les Allemands, c'est le bon de le rappeler. Et puis c'est aussi comme ça que j'ai découvert, parce que ma femme est d'origine martiniquaise, mais martiniquaise c'est pas une souche génétique, qu'elle venait en majorité, et donc mes filles aussi, du Nigeria. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous passionne, vos ancêtres, 23andMe, ça coûte moins de $100. C'est absolument passionnant. Profitez-en pendant que ça soit interdit. Il faudra voyager aux US pour le faire un jour si c'est interdit. Mais c'est absolument génial et l'expérience client autour, l'accompagnement est génial et je pense que les résultats sont pas mal. Merci Monsieur X. Allez Cédric, quel est ton coup de cœur cette semaine? Moi, j'ai trouvé ceci, regardez, ça vient de chez Tascam, c'est des gens à qui on va pas apprendre à faire du son, parce qu'eux, ils faisaient des gros magnétophones à bande il y a encore 50 ans. On dirait vraiment un petit micro-cravate sans fil, sinon qu'il n'est pas sans fil du tout, c'est juste un recorder qu'on a mis dans le format d'un petit émetteur cravate. Alors là, surtout, le génie du truc, de l'interface utilisateur, c'est la simplicité absolue. Tu peux l'allumer en mettant directement record, et il se met directement à enregistrer, t'as pas aucune question à te poser. Ça a 10 heures d'autonomie sur une pile, 32 heures avec une carte SD à l'intérieur, ça coûte 200 € et ça y est, tes interviews seront jamais plantées. La difficulté, évidemment, c'est qu'il va falloir que tu resynchronises le son avec l'image après. Si le montage, c'est pas ton truc et si tu passes pas ta vie sous Final Cut, c'est pas forcément ça qu'il te faut. Justement, pour cela, d'autres gens à qui on va pas expliquer ce que c'est que le son, des Allemands, ceux-là, Sennheiser, ont sorti ceci. Je sais pas à quoi le comparer, c'est vraiment tout petit. Il y a une petite pince magnétique derrière qui va permettre de le fixer. C'est un micro-cravate là encore, mais lui totalement autonome, qui va être connecté à ton smartphone, mais c'est pas du Bluetooth, il va pas envoyer le son à ton smartphone en temps réel. Non, là aussi c'est un petit enregistreur autonome, mais que tu vas contrôler à partir de ton smartphone pour soit juste enregistrer le son, c'est bien, soit pour faire une vidéo. Tu tournes avec ton smartphone, il tourne la vidéo, le micro enregistre le son, et à la fin, l'application synchronise les deux, et tout à coup, tu vas faire une vidéo YouTube que les gens vont regarder jusqu'au bout, parce que le son ne sera pas une espèce de crin-crin sur « oui, vous m'entendez ?» Non, voilà. Donc, voilà, les deux solutions coûtent 200 €. Merci Cédric. Tu parlais de vidéos, on va se tourner vers un spécialiste des vidéos sur YouTube, notre ami Julien, bien sûr. Eh ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir Ralph 2.0. Alors, c'est le nouveau film d'animation des studios Disney. J'avais bien aimé le premier qui, justement, ça vous étonnera, parlait beaucoup de jeux vidéo puisque c'est un personnage du gaming qui vit, on suit un peu ses pérégrinations. Et bien là, il s'attaque à Internet.
Donc avec tout ce que ça peut avoir, le spam, les messages sur les forums, etc. Pour ceux qui connaissent bien, qui ont un œil avisé, si vous regardez bien le nombre de références et de clins d'œil à des mèmes d'internet, les machines à buzz et compagnie, je trouve que c'est en tout cas un film qui s'installe bien dans l'air du temps et qui a connu quand même une production depuis pas mal d'années et qui est toujours d'actualité. Donc bravo à eux. Merci Julien, de ton côté Didier. Donc c'est les gants de Mujo. Donc Mujo, c'était les premiers qui faisaient des gants pas retrouvé son tactiles. Mojo, mais toi tu as trouvé les gants Mujo, c'est ça? Exactement, avec 2J. Et tu vois, ils s'usent un petit peu parce qu'ils sont en acrylique et puis c'est un peu type gant en laine, donc au bout d'un moment ça s'use. Ouais. Mais en fait, ils ont un atout, c'est qu'ils peuvent vraiment contrôler ton écran sans problème. C'est-à-dire que les petits fils qui servent à la conduction électrique sont sur toute la surface du gant. Donc même sur l'Apple Watch, même si tu tournes le doigt dans tous les sens, ça marche. C'est enfin le gant idéal de saison là avec la neige et tout. Seul défaut, c'est qu'ils sont pas très chauds. Donc là, tu vois, en ce moment sur ma trottinette, là, je me les gèle un petit peu. Voilà. Ouais, et ils coûtent pas très cher. Hein. Je crois que c'est autour de 40 €. Je crois que 30 €. Surtout du côté de la Suisse. Merci Didier en plateau. Stéphane, on y est arrivé. Ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est Xiaomi. Et ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui avec leur nouveau téléphone pliable 2 fois. Quand ils font quelque chose, ils essaient toujours d'être les meilleurs. Et en fait, par rapport au thème de l'émission d'aujourd'hui, on aimerait bien que Apple maintenant prenne un peu de Xiaomi. Très bien. Voilà. De mon côté, un coup de cœur, encore une fois, cette semaine, à tous les amis dont refait le Mac et donateurs de notre campagne de financement participatif. Nous sommes, je vous le disais en préambule de cette émission, en bonne voie pour atteindre les 200% de notre objectif pour acquérir une caméra de reportage. Allez, on y croit, plus qu'une semaine pour soutenir Refait le Mac, lancer de nouvelles émissions et faire d'ORLM une véritable web TV. Prochain objectif, acquérir un mélangeur. Pourquoi devons-nous changer de mélangeur? Je laisse la parole à notre réalisateur, qui vous explique pourquoi nous devons investir dans de nouveaux matériels. Alors on a un Mac Pro parce que bien évidemment on voulait faire l'émission sur un Mac. Pour les écrans, on a pris un peu les moins chers. Voilà. On a aussi ce petit Stream Deck qui est un super produit d'Elgato où chaque touche c'est un écran. Donc on peut y mettre ce qu'on veut et on peut changer les caméras comme ça. On a investi sur l'enregistreur parce que c'est important d'enregistrer l'émission. C'est un Blackmagic, on enregistre sur carte et ça sert aussi de moniteur de contrôle parce que c'est un moniteur de bonne qualité. On a aussi un petit PC là pour la visioconférence. Alors la difficulté là pour l'instant c'est que toute la visio arrive sur une seule machine, donc on peut pas mixer les sons, gérer les sons. Il faudrait un ordinateur par invité. Sinon, on a une console son professionnelle. Donc, les 3 premières entrées, généralement, c'est les micros des chroniqueurs dont on refait le Mac. La 7-8, c'est le Hangout. Et elle est branchée sur l'enregistreur et en même temps sur le Mac. On voit que les vumètres bougent là, puisqu'on fait aussi une copie de sécurité en interne du Mac. Le logiciel de mélange, c'est Wirecast. Alors, c'est un super logiciel de podcasteur, assez professionnel. La seule difficulté de Wirecast, c'est au niveau de l'incrustation. Alors, je vais activer l'incrustation. Hop, ici, utiliser l'incrustation. Voilà, on n'a pas vraiment de beaucoup de réglages, de possibilités de réglage. Donc on voudrait changer de mélangeur parce que nous, notre créneau maintenant, c'est de tout faire en fond vert. Encore une fois, on ne peut pas faire les incrustations en direct. Ça entraîne une journée de post-prod pour pouvoir faire tout ça, pour que l'émission soit propre, que ça scintille pas, qu'il n'y ait pas le moins de défauts possible en fait. On voudrait changer de mélangeur pour cette raison-là essentiellement. Merci François, c'est la fin de ce 319e épisode d'On refait le Mac. Merci les amis, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour notre prochaine émission et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.